pour ce cinquième webinaire sur la santé des adolescentes, sur un sujet qui est la sexualité des adolescentes. C'est un sujet qui est un sujet évidemment essentiel. Et on a la chance d'avoir euh, plusieurs intervenants, donc certains vous connaissez évidemment très bien parce qu'ils sont déjà intervenus. Et habituellement, je pilote avec Carole Blanc, qui a un impondérable, et donc je vais essayer tout seul d'animer avec nos collègues médecins cette soirée essentielle. Alors tout d'abord, données sociologiques sur la sexualité des adolescentes pour faire un peu le point, et c'est Joanne Chanal, qui est dermatologue, vous le connaissez bien, qui est responsable du service de santé sexuelle Frédéric Edelman à l'Hôtel-Dieu, à la PHP, à qui je donne d'emblée la parole pour démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, je vais me mettre en partage hop, de connexion et en plein écran. Donc, j'espère que tout le monde voit bien. Donc, effectivement, C'est parti. je suis médecin au centre de santé sexuelle. Je suis pas le responsable. Le responsable, c'est mon patron, le professeur Nicolas Dupin, avec qui on travaille notamment sur la syphilis. Et donc, moi, je suis médecin. Je m'occupe beaucoup de sexualité, mais aussi de maladies sexuellement transmissibles. Donc, je vous en dirai quand même deux mots de ces maladies sexuellement transmissibles chez l'adolescente à la fin, parce que c'est quand même très important. Donc, juste pour refaire un petit peu le point sur l'âge au premier rapport, vous voyez que au premier rapport a diminué depuis les années 60. Hein, c'était dans les années 60, environ 20 ans pour les femmes. Et en 2023, on est à 18,2. Ça avait pas mal baissé jusque les années 2004-2008. Et puis, de manière un petit peu globale en Europe, on a une petite réascension de l'âge des premiers rapports chez la femme. En sachant que dans tous ces rapports, évidemment, la part des adolescents ou des jeunes adultes interrogés est quand même faible. Hein. Vous voyez que c'est même pas 1% pour les 15-17 ans. Alors heureusement, on a une étude qui nous sert beaucoup pour cette population qui s'appelle En classe. En classe, c'est 9337 élèves qui ont été interrogés, enfin en tout cas qui ont rempli des questionnaires. En classe, c'est l'émergence de deux grandes études, dont une de l'OMS, et qui nous permet de faire le point chez les collégiens et chez les lycéens. Et il y avait une première série en 2018 et puis ça a été renouvelé en 2022 avec des résultats qui sont sortis en 2023-2024. Et donc quand on regarde un petit peu la répartition de l'âge au premier rapport, vous voyez que 10% enfin environ 10% des garçons et un peu moins de 8% des filles disent avoir eu des rapports sexuels avant leur 15 ans. Et cet âge, enfin ce pourcentage évidemment augmente avec l'âge pour en terminale 48,7% des garçons et 44% des filles qui disent avoir déjà eu des rapports sexuels. Vraiment les petits, entre guillemets, les moins de 12-13 ans, c'est heureusement un pourcentage très très faible mais qui est constant dans le temps. Clairement, les filles, elles vont plus, peut-être que le professeur Bourmeau en parlera, elles déclarent plus facilement une attirance pour les personnes du même sexe, en tout cas en déclaratif, mais aussi des sentiments amoureux. Hein. Vous voyez, on est à près de 9,7% pour les filles en terminale qui vont déclarer un sentiment amoureux pour une personne du même sexe contre moins de 5% pour les garçons. Une donnée évidemment très importante qui est l'utilisation du préservatif lors du premier rapport. C'est 75,2% chez les femmes. Donc c'est moins que chez les hommes, qui déclarent 84,5% d'utilisation de préservatif lors du premier rapport. Ce pourcentage augmente, enfin a beaucoup augmenté hein, jusque dans les années 2000 avec le VIH. Et puis ensuite il a stagné puis diminué. Hein, et il continue de diminuer, ce qui est quand même assez alarmant. Et lorsqu'on regarde chez les jeunes, toujours en classe, les jeunes qui ont déjà des rapports sexuels, le pourcentage de jeunes qui a déjà utilisé un préservatif lors de son dernier rapport pour les femmes, c'est 57,2%. Hein, et cette utilisation, elle décroît au fur et à mesure fortement chez les filles. Vous voyez que 61,9% en seconde déclarent avoir utilisé le préservatif lors de leur dernier rapport contre 54% en terminale.
Et puis concernant la pilule, ça c'est pour les garçons. Près de 10% des garçons en terminale ne savent pas si leur partenaire utilise la pilule. Évidemment, ça c'est à mettre en rapport avec l'utilisation de préservatifs dans cette population. Au niveau européen, on voit qu'effectivement, il y a une tendance qui est quand même à la nette diminution de l'utilisation du préservatif, que ce soit chez les garçons ou les filles. Donc ça, c'est le rapport OMS hein, qui est très proche de en classe, vu que ça a été utilisé aussi. Alors que l'utilisation de la pilule chez les jeunes de 15 ans ayant des relations sexuelles, c'est globalement stable. Alors évidemment, ça dépend des pays, hein. Vous voyez que c'est un rapport Europe-Canada, Asie centrale. Donc il y a le détail des différents pays et ça dépend, mais c'est quand même une tendance globale. Évidemment, on est obligé de parler un petit peu de pornographie parce qu'on en parle beaucoup et puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus, hein. On sait que 36% des internautes se rendent au moins une fois sur un site adulte chaque mois en 2022 et cette proportion elle est comparable avant et après 18 ans, donc 30 versus 37%, et que 10% des internautes consultent les sites pornographiques quel que soit l'âge. Alors, de manière assez intéressante, on parle beaucoup des sites pornographiques chez les garçons. Vous voyez que c'est entre 50 et 65% hein, de visites mensuelles. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est que les filles aussi vont beaucoup visiter ces sites porno, hein, de 25% environ à plus de un tiers entre 12-13 ans et 16-17 ans. Évidemment, ça, je pense que d'autres interlocuteurs aujourd'hui en connaissent ça beaucoup mieux que moi, mais ça évidemment pose beaucoup de questions sur la représentation de la sexualité, la représentation du corps et la représentation de la prévention des maladies sexuellement transmissibles dans ces films. Évidemment, c'est préférentiellement sur leur site mobile qu'elles vont ou qu'ils vont d'ailleurs regarder cela. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que quand on regarde les études sur pornographie et adolescente, on a beaucoup d'études sur les garçons et quel impact peut avoir la pornographie chez les garçons, chez les femmes et chez les jeunes femmes, alors qu'elles sont consommatrices, hein. Comme on l'a vu, on a très peu d'études. C'est plutôt utilisé dans un contexte de couple avec leur partenaire pour renforcer l'intimité. Et c'est pas toujours associé à une image négative. Associé à une image négative que lorsque la pornographie renvoie une image très patriarcale ou très stéréotypée avec une corrélation et une diminution de la satisfaction sexuelle, en sachant qu'évidemment sur les sites pornographiques, il y a beaucoup d'images imposées quand on clique sur ces sites. Alors évidemment, je vous l'ai dit, moi je m'occupe principalement de maladies sexuellement transmissibles et donc tout ça, ça peut avoir un impact chez nos jeunes patientes. Et donc il y a le BEH qui est sorti la semaine dernière, donc j'étais quand même obligé de vous en parler. Et vous voyez que le taux d'infection à Chlamydia trachomatis chez les 15-25, on n'a pas de 15-18, on n'a pas d'études dédiées parce que l'échantillon est soit trop faible, soit trop compliqué surtout à faire. Vous voyez que ça augmente de manière absolument incroyable encore en 2024 et 2025. Et c'est pareil au niveau européen avec une augmentation qui est majeure sur les 15-19 et les 20-24. C'est pareil pour le gonocoque. Vous voyez que c'est entre les hommes et les femmes. Pendant très longtemps, c'était les hommes. Maintenant, les femmes aussi sont très proches avec des taux quand même très importants d'infection à gonocoque en France et c'est principalement les jeunes femmes. Et c'est pareil encore une fois en Europe. Et puis quand on regarde la syphilis, vous voyez que la syphilis, c'est très petit, hein, c'est le pointillé rond-point, donc c'est la troisième courbe. Vous voyez que ça augmente un tout petit peu. Et donc on peut se dire, bah tiens, ça augmente un tout petit peu, c'est pas grand-chose. Le problème de l'augmentation de syphilis chez les jeunes femmes, c'est que c'est surtout les plus vulnérables et c'est corrélé au niveau européen à une augmentation du nombre de cas de syphilis congénitale par an. Donc c'est vraiment pour nos adolescentes, ces infections sexuellement transmissibles, une double peine, hein, avec, on sait, hein, pour le gono et chlamydia, des sympalgies, des douleurs chroniques, les syndromes douloureux pelviens, là, l'hypofertilité, les grossesses extra-utérines, et en plus le risque d'avoir une grossesse lorsqu'on a la syphilis qu'on connaît. Et c'est global, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, l'incidence de syphilis maternelle a triplé entre 2016 et 2022, et l'augmentation la plus forte, elle est constatée chez les moins de 20 ans. Donc c'est vraiment un problème global, et quand on parle avec les Australiens, c'est la même chose. Nous, en France, vous voyez que ça augmente un tout petit peu, mais ça augmente un tout petit peu sur la France métropolitaine, et il y a un autre endroit où ça augmente beaucoup, un petit peu à la manière des États-Unis, c'est la Guyane, où on a une alerte clairement sur le nombre de syphilis congénitales. Donc finalement, on sait que les adolescents ont une sexualité et qu'il faut vraiment la prendre en compte dans tous nos discours
Dans les informations qu'on peut donner, elles sont très en demande de recherche. Elles recherchent beaucoup sur Internet, avec d'où l'importance de sites quand même qui sont dédiés. Elles sont consommatrices de pornographie, on ne peut pas se le cacher. Clairement, c'est les femmes qui ont le milieu social le plus faible, qui sont à plus haut risque d'agression dans le couple quand elles sont adolescentes, mais aussi adultes. L'augmentation actuelle des IST concerne principalement les adolescentes, hein, et avec un risque pour leur santé future. Et je vous remercie. Merci, Joanne. Je sais que vous devez partir prochainement. Euh, c'est vrai que c'est assez, en fait, inquiétant cette évolution internationale des infections d'abord qui apparaissent. Et est-ce que et, il y a aussi l'impact un peu des réseaux sociaux. Mais est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas, bon, ça a un impact un peu négatif. On en parlait tout à l'heure sur la pornographie, mais à travers les réseaux sociaux, il n'y a pas une information quand même sur les risques infectieux, sur l'éducation, sur l'intérêt d'associer pilules et préservatifs. Il n'y a pas ces renseignements et elle regarde pas ces éléments quand même. Elles sont souvent il y a un intérêt le risque en général dès cet âge-là quand même, non? Il n'y a pas d'impact en fait, il y a pas d'information, les influenceurs n'ont pas de rôle. Alors, je suis pas spécialiste des réseaux sociaux, mais si clairement les influenceurs ont un rôle, mais c'est comme d'habitude sur Internet, dire qu'il y a des trucs très vrais, des trucs très faux. Ce que veut dire l'influenceur, c'est pas forcément très vrai parce qu'il est un influenceur. Donc lui, ce qu'il veut, c'est augmenter son nombre d'abonnés. Donc c'est toujours le même problème. Et les adolescentes qu'on regarde, elles sont en recherche d'informations, elles nous demandent beaucoup d'informations et les filles, elles sont, enfin ça c'est l'expérience. En tout cas, nous sur le centre de santé sexuelle, elles sont beaucoup plus en demande d'informations et d'informations vérifiées. Donc ça, nous, quand on les voit, ça, c'est les jeunes femmes qu'on va avoir, nous. Donc on va les rediriger soit vers des sites dédiés, soit nous, on va leur donner l'information. Après, ce qu'elles vont aller chercher et trouver sur Internet, ça, on n'a absolument enfin, on ne peut pas savoir et on ne peut pas être au courant de ce qui se fait. Et encore une fois, sur les sites porno, elles sont, comme je vous l'ai dit, hein, elles sont consommatrices de pornographie et la pornographie, il y a tout et n'importe quoi et surtout n'importe quoi. Mhm. Euh, alors évidemment, je pense que ça va peut-être aborder tout à l'heure. Je profite parce que comme vous allez de partir, mais il y a une autre question, c'est le rôle de la famille et des parents. Est-ce que en 20 ans, 30 ans, euh, finalement, les liens entre les parents et les enfants, les filles, les garçons, ces liens, cette éducation à la sexualité, d'aborder ce sujet a changé. Vous avez l'impression que ça a changé et on a l'impression que ça n'a pas tellement changé. En fait, c'est plutôt même plutôt moins bien. Euh, alors, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que j'ai pas étudié la chose en détail. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a été regardé, notamment au niveau de l'OMS, en fait, l'association entre discussion familiale, sexualité. Mais c'est vrai que ça change, mais ça change, ça dépend des régions du monde. Et clairement, c'est corrélé. Alors, moins il y a d'informations en intrafamilial et plus il y a un risque d'IST. Ça, c'est assez bien montré. Par exemple, Mhm. souvent quand on dit aux gens, bah, à votre avis, quel est l'état des États-Unis où il y a le plus d'IST chez les jeunes corrélés à la population, les gens vont dire souvent la Californie, ce qui est absolument faux. C'est le Dakota du Sud. Parce qu'en Dakota du Sud, en fait, il y a beaucoup de tabous et dans les familles, ça va pas être discuté. Donc, il y a un taux d'IST qui est par rapport rapporté à la population qui est extrêmement important et l'un des plus importants des États-Unis. Oui, Donc, clairement, ça, c'est assez bien corrélé. d'accord, ok. Non, parce que il y a quand même une proximité maintenant par rapport à il y a 30 ans, 40 ans, entre les enfants et les parents qui est tout à fait différente. Et on pourrait penser que le message, attention, utilise des préservatifs, attention à la grossesse, utilise des pilules. Et ça, c'est un message qui devrait passer plus facilement. Et en fait, c'est pas si simple que ça, en fait, hein. Bah, je sais pas, enfin, moi, encore une fois, je suis pas psychiatre et je suis pas Ouais. sociologue. Mais c'est vrai que enfin, moi, quand j'étais ado, en tout cas, quand mes parents me disaient un truc, c'est pas forcément eux que j'écoutais tout le temps. Je sais pas si c'est Oui, pareil. oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bon, ok. Bon, bah écoutez, merci. Puis s'il y a des questions particulières, bon, on vous les fera passer pour en bénéficier pour la suite. Merci en tout cas. Donc, j'ai passé la parole à un binôme qui est le professeur Aurélie Bourmeau, qui est responsable de l'unité d'épidémiologie clinique, mais à l'hôpital Robert Debré, bien sûr à la PHP, mais aussi qui est sexologue, donc qui est vraiment une compétence assez inhabituelle.
Et puis, docteur Clémence Delcourt, qui est gynécologue médicale à l'hôpital Robert Debré également, qui vont nous parler de la sexualité des adolescentes de manière un peu plus, non pas statistique, mais un peu plus générale. Merci déjà de leur intervention, et puis merci Joanne. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Donc, si cela vous convient, je vais commencer par présenter les généralités en termes vraiment de sexualité. Et puis, Clémence prendra la suite pour parler de sa pratique en tant que clinicienne. Donc, je vais partager mon diaporama. Euh, Donc, les sexualités des adolescentes, j'essaie de faire un panorama rapide des pratiques des adolescentes. Je compare forcément aux pratiques des adolescents masculins pour voir à quel point il y a des pratiques qui sont genrées et d'autres beaucoup moins. Donc, déjà, la définition de la sexualité. Vous Oui, vous m'entendez? Oui, il y a des petites coupures. D'accord, il y a des coupures. Ok, je vais essayer de faire au mieux. Bon, c'est très Euh, bien là. voilà, vous me dites, hein. Donc la sexualité est définie bien sûr dans l'OMS. C'est une discipline qui s'intéresse bien sûr aux pratiques et aux comportements sexuels, mais aussi à toutes les problématiques de genre, d'identité de genre, d'orientation sexuelle, de relation à l'autre, aux autres, de plaisir, d'intimité. Quand on s'intéresse à la sexualité, on a toujours une approche positive, tournée vers la satisfaction, le plaisir, le désir, et sans absolument aucun jugement. La façon dont on considère la sexualité de tous, pas que des adolescents, hein, c'est que c'est un comportement qui va être appris. On est vraiment dans l'épigénétique et qui est socialement construit, qui va dépendre des normes de la société dans laquelle on habite. Donc ça, c'était pour vous replacer un petit peu le cadre. Euh, donc l'adolescence, vous le savez très bien, en fait, ça va de 12 à 24 ans dans les définitions internationales. Donc ça va vraiment de la sortie de l'enfance au début de la vie adulte bien entamée. Ça va concerner l'évolution avec les relations à l'adulte, mais aussi entre pairs, la relation à la société et aux pratiques sociétales. Donc, c'est un moment de la vie qui est d'une extrême délicatesse et où se passe beaucoup, beaucoup de changements. C'est le moment de la croissance physique et psychologique. Donc, l'individu en devenir se forme. C'est le moment de la sexualisation, de la découverte des caractères sexuels secondaires, primaires et secondaires. C'est le moment où les premiers comportements et les premiers moments de la vie sexuelle vont se mettre en place chez un individu et vont commencer à se fixer. L'adolescent, en termes de sexualité, c'est le moment où l'individu va se détacher du regard de sa famille et de ses parents. La vie de ses parents va prendre de moins en moins d'importance, alors que le regard des pères va prendre de plus en plus d'importance. Et en même temps, on va se retrouver avec des individus qui ont une pudeur exacerbée et une anxiété face aux changements qui se mettent en place. Et c'est le moment des premières fois, de toutes les premières fois. Et pour bien se développer, c'est le moment où un individu a le plus besoin d'une éducation à la sexualité. Nous avons 8 millions d'adolescents en France, donc la moitié d'adolescentes. Adolescence et sexualité, comme je vous l'ai dit, c'est les premières fois. Les premières fois, en sexologie, c'est quoi? C'est les premières masturbations. On en a parlé, c'est le premier visionnage de porno. C'est la première relation amoureuse, le premier baiser, le premier rapport sexuel, mais c'est aussi le coming in, la réalisation de son identité de genre, de son orientation sexuelle. C'est les premières prises de risque, on l'a vu, et malheureusement, c'est le lieu aussi de violences sexuelles sur une population particulièrement vulnérable. C'est une population qui est très étudiée. Là, je vais vous parler de 4 enquêtes. J'ai même pas mis l'enquête en classe, mais c'est une population qui est très, très, très étudiée par les chercheurs.
Donc, si on s'intéresse à l'identité de genre, ça a commencé à être abordé tout à l'heure. Les jeunes femmes et les adolescentes sont à l'heure actuelle dans une grande fluidité de genre, beaucoup plus que les garçons, car comme vous pouvez le voir, nous avons chez les jeunes femmes des femmes qui vont se déclarer de genre fluide, de genre neutre, avec une tendance vers la masculinité et avec une féminité peu déterminée, peu normée. Donc on voit que les adolescentes à l'heure actuelle n'ont pas envie de correspondre aux normes de la féminité telles que leurs parents, telles que la société hétéronormée l'a imposée. Je ne parle pas de la population transgenre qui a une définition très spécifique et qui garde un pourcentage constant au cours du temps et de toutes les sociétés. Je parle bien de la fluidité de genre qui touche actuellement la population des adolescentes françaises. En ce qui concerne l'orientation sexuelle, on est sur une population de jeunes. On a 16% de nos adolescents qui se déclarent avoir une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle à l'heure actuelle, donc beaucoup plus que ces aînés. Et dans la dernière enquête, elles sont presque 30%, ces jeunes femmes, à dire qu'elles ont été attirées par des personnes du même sexe. Donc on voit qu'on est vraiment dans une évolution en matière de ce qu'on appelle minorité sexuelle. L'histoire de la vie sexuelle commence chez nous, sexologues, par la découverte de son propre corps et donc par la masturbation, la découverte auto-érotique. Et là, on voit que c'est très, très, très genré, puisque autant les jeunes hommes sont nombreux à se masturber régulièrement, autant chez les femmes, on reste sur un petit quart de jeunes femmes qui se masturbent, seulement 9% en utilisant des sextoys, alors qu'elles vont l'utiliser beaucoup plus régulièrement au sein du couple. Elles sont un quart à utiliser les sextoys au sein du couple. Et la masturbation chez la fille n'a pas la même chronologie que chez l'homme, puisque c'est souvent une activité qui va apparaître après les premiers rapports sexuels, après les premières relations amoureuses, alors que chez le garçon, c'est souvent l'entrée vraiment dans la sexualité qui se fait par la masturbation. On l'a vu, la première fois, les premiers rapports sexuels se font de plus en plus tardivement et la dernière étude analyse cet effet par la combinaison de l'effet MeToo, le fait que les jeunes filles se donnent le droit de dire non à leur premier amoureux. Et la combinaison du Covid, de l'épidémie de Covid, qui a fait que les jeunes femmes entraient moins rapidement en relation et donc en sexualité, et puis d'un impact de la santé mentale dégradée, car nous sommes dans la génération avec nos adolescents qui ont le plus mauvais état de santé mentale. Ce sont les plus déprimés à l'heure actuelle. Et on sait que on n'a pas une sexualité épanouie, on n'a pas de libido lorsque l'on est déprimé. La découverte de l'autre, eh bien, à l'heure actuelle, nos adolescents se rencontrent principalement sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement les applications de rencontre, hein, c'est aussi les réseaux sociaux. Elles vont se rencontrer sur TikTok, sur Snapchat, etc. Mais les jeunes filles, ce sont celles qui vont le plus utiliser les réseaux sociaux pour, in fine, faire couple. Alors que les garçons, c'est plus pour de la relation, on va dire, lorsque ça aboutit, ce sont plus des relations d'un soir. La sexualité de nos adolescents, ce n'est pas la même finalité que on pourrait l'imaginer avec tout ce qu'on dit sur les adolescents qui découvrent les rapports sexuels, la sexualité. La finalité pour eux, c'est vraiment l'amour. Et ça, c'est important de rappeler que nos adolescents, quand ils font relation à l'autre, c'est dans des relations amoureuses. Par contre, quand ils font couple, ils ont une définition nouvelle qui est beaucoup plus fluide que celle que l'on avait auparavant. Nous avons 21% d'adolescents qui ne font pas couple. Et il est important de s'intéresser à ces adolescents qui ne font pas couple. On reviendra par la suite là-dessus. On en a 66% qui sont en couple, mais qui ont une définition du couple qui est assez, là aussi, fluide.
puisqu'ils vont appeler ça des relations suivies, des histoires d'un soir, ou des sex friends, ou des amitiés avec un plus. Et il y a vraiment cette nouvelle tendance à faire couple sans se déterminer comme dans un couple exclusif. Et ça, c'est très nouveau aussi chez nos adolescents. Quand on s'intéresse au plaisir sexuel, c'est quelque chose de très genré, c'est ce qu'on appelle le gender gap. Lorsqu'il y a un rapport sexuel, la majorité des hommes euh, atteignent l'orgasme, alors que, par exemple, dans les rapports sexuels seulement d'un soir, dans les relations seulement d'un soir, l'écrasante majorité des femmes n'atteignent pas l'orgasme. Et même quand elles sont en couple, elles sont en majorité à ne pas avoir ou seulement parfois atteindre l'orgasme. On a la même chose sur l'agentivité. L'agentivité sexuelle, c'est le fait de dire à l'autre ce dont on a envie lors d'un rapport sexuel et ce qui nous fait plaisir, ce qui nous excite. Et on voit que là aussi, c'est très genré. Les femmes n'arrivent pas à communiquer à leur partenaire ce qui leur fait plaisir, ou en tout cas, le partenaire n'écoute pas les femmes et n'arrive pas à aboutir à des pratiques qui font plaisir à leur partenaire. Et ça, c'est quasi systématiquement, quel que soit le type de rapport sexuel et de couple dans lesquels ont lieu ces rapports sexuels. Donc là aussi, c'est très, très genré. La sexualité des adolescents, c'est un lieu de discrimination. Dès que vous êtes dans une relation racialisée, que ce soit musulmane, noire ou asiatique, vous êtes l'objet de discrimination au sein de votre couple, au sein de votre sexualité. Ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est très important à souligner auprès de nos adolescents. C'est aussi le lieu des violences, et particulièrement chez les femmes, et de plus en plus, en tout cas c'est de plus en plus déclaré. Chez nos adolescentes, vous pouvez voir qu'il y a 43% des adolescentes en 2023 qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles. Je vais passer sur le focus sur le porno parce que je crois qu'on en a déjà parlé et que ça va être repris. Mais j'aimerais que mon message, passer un message sur le fait que il y a une véritable inquiétude sur le porno qui n'est pas relayée par les chiffres. Que oui, les adolescents consomment du porno, mais pas en énorme quantité et pas aussi tôt qu'on le dit, et que ça n'a pas forcément l'impact. Il y a une diabolisation du porno qui n'est pas du tout vécue telle qu'elle par les adolescents qui en consomment. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on observe dans notre pratique de sexologie et dans la littérature. Il y a par contre un problème de polarisation des sexualités chez nos adolescents que l'on rencontre à l'heure actuelle. Je vous ai parlé des célibataires, et notamment les célibataires garçons, qui est un célibat qui est subi et qui peut les amener vers des orientations vraiment de haine vis-à-vis du genre féminin, qui sont très problématiques avec le phénomène des incels. Et on a une réaction des femmes en regard et des jeunes femmes qui refusent de faire relation avec tout garçon de peur d'être discriminées. Et ça, pour nous, sexologues, c'est vraiment une problématique qu'on rencontre et qui nous pose problème. Et on aimerait réconcilier les genres. On a parlé de l'éducation à la sexualité, je pourrais vous en reparler, hein, mais nous sommes face à des adolescents qui connaissent les risques et qui ont comme source d'information surtout leurs partenaires et leurs amis. C'est ce qu'on a vu précédemment. Très peu les parents, mais ça a toujours été historiquement. Et par contre, les personnels de santé ont toute leur place dans l'éducation à la sexualité, parce que vous pouvez voir que sur ce schéma, nous sommes attendus sur l'éducation à la sexualité de nos jeunes. La sexualité des adolescents, c'est vraiment l'ouverture vers la sexualité adulte, c'est là où tout se fixe. Donc, c'est vraiment des moments très sensibles sur lesquels nous, on fait très, très attention. Notamment, on va démoraliser, on va sortir de la moralité et du jugement la masturbation en leur expliquant que c'est un phénomène naturel et qui est sain pour le développement
de leur sexualité. De même, on va s'intéresser à leur première relation sexuelle où beaucoup de choses se fixent et parfois des problématiques futures sur la sexualité en lien avec l'anxiété de performance et la culpabilité. C'est le moment où se fait la construction identitaire, l'adolescence, et notamment, c'est là où peuvent se fixer les inégalités qui vont être infligées par les normes sociétales très hétérocentrées et patriarcales, avec le fait qu'on va valoriser une sexualité active et riche chez les garçons, et qu'il va y avoir une double injonction par contre, c'est chez nos jeunes adolescentes qui doivent être désirables, mais en même temps rester respectables et ne pas s'engager dans des relations qui peuvent être à risque. On leur présente comme très à risque à cet âge-là. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur ces représentations et ces croyances pour éviter cette hétéronormativité et cette double injonction chez les jeunes filles qui n'en ont absolument pas besoin. Et ensuite, je vais finir là-dessus, on parle de l'adolescente, mais en fait, l'adolescence, c'est pas un groupe homogène du tout. Et il y a plein d'adolescents et d'adolescentes. Et nous, on travaille beaucoup plus sur la notion de tribu et de communauté. Et tout va dépendre de leur origine culturelle, de leur histoire de vie, de leur éducation, de l'école. Et la notion de tribu, ça permet de beaucoup mieux approcher leurs problématiques sexuelles qui sont vraiment très différentes en fonction de leurs origines et de leur histoire de vie. Je vous remercie. Merci pour cette première partie très très riche et évidemment très intéressante avec tous ces facteurs que vous avez présentés qui contribuent finalement à construire les différentes formes de sexualité. Donc merci. Donc je vais directement passer la parole à votre collègue docteur Clémence Delcourt qui va nous parler de sa pratique finalement. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis gynécologue médicale à l'hôpital Robert Debré, avec comme, on va dire, spécialisation la gynécologie infantile. Et donc, en fait, moi, je voulais plutôt vous partager des expériences d'histoires que j'ai pu rencontrer, plutôt que de faire des chiffres, parce que vous avez déjà eu pas mal de choses là-dessus. Donc, juste pour garder en tête, j'ai un recrutement particulier hein, parce que je travaille dans un hôpital pédiatrique et donc je vais être amenée à rencontrer des contextes qui vont être particuliers en fonction d'où viennent mes patientes. Donc il y en a qui me sont adressées par l'UAPED, qui est l'unité qui s'occupe des violences, la COPEMI qui s'occupe des mineurs isolés, des migrants, la médecine de l'ado qui va s'occuper plutôt des adolescents plus à problème, on va appeler ça comme ça, mais des services spécialisés avec parfois des maladies chroniques, des maladies rares, et puis finalement quelques demandes qui viennent de l'extérieur, qui vont concerner des adolescents, on va dire, plus classiques, si on peut appeler ça comme ça. Et donc en fait, à chaque contexte, on va avoir des problématiques qui vont être assez particulières. Donc, je voulais vous présenter un peu une illustration de situation de vulnérabilité. Donc, c'était une jeune fille de 15 ans que j'avais reçue en consultation, qui était suivie pour une obésité et un déficit intellectuel, avec un contexte familial un petit peu compliqué. Les parents étaient séparés. Le père avait on va dire un niveau d'éducation qui n'était pas très élevé. La mère était porteuse également d'un déficit intellectuel avec une microcéphalie. Elle était gardée par son père. Et dans son histoire, on retrouvait à 11 ans une notion d'attouchement au domicile du grand-père par une connaissance de la tante. Et donc, elle était en institut en IM Pro et elle retournait chez son père chaque soir alors qu'elle était censée être en internat, mais elle avait beaucoup de mal à supporter l'internat. Et donc, elle est amenée par sa mère en consultation. Donc, une mère qui est à la fois très inquiète pour sa fille, mais qui n'était pas très aidante parce que bah, voilà, elle-même en situation de vulnérabilité, de déficit intellectuel. Et donc, à la consultation, je reçois une jeune fille qui est extrêmement incurie, qui a une candidose à tous les plis, qui porte des vêtements sales, qui n'est pas lavée depuis plusieurs jours, donc vraiment dans une situation compliquée.
Et en fait, la maman m'interpelle sur le fait qu'elle a envoyé des photos dénudées qui ont été demandées par certains de ses camarades de son IM Pro. Et elle me raconte, donc je la reçois tantôt avec sa mère, puis seule. Et donc elle me signale que depuis, dès qu'elle se promène dans la rue, elle me dit qu'elle est reconnue et suivie par des hommes qui disent qu'ils la reconnaissent parce qu'ils ont vu ses photos et qui la sollicitent pour des propositions sexuelles. Et en fait, ce qui avait été assez particulier dans la situation, c'est qu'en fait, elle-même ne prenait absolument pas conscience de la gravité de la situation et sa famille non plus. C'est-à-dire que sa mère était inquiète, mais pour autant, les mesures n'étaient pas vraiment prises. Donc, elle n'était pas très bien accompagnée sur la gestion de tout ça. Donc, j'en avais discuté avec mes collègues de l'UAPED, les différents médecins qui s'occupaient d'elle, et on avait décidé de faire un signalement. Et finalement, cette jeune fille, par la suite, a été placée en famille d'accueil. Ça a été très compliqué pour la faire accepter d'utiliser une contraception parce qu'il y avait beaucoup de représentations sur ça. Donc là, c'était, à mon sens, une situation qui représentait vraiment ce que pouvait être la vulnérabilité, et notamment chez ces patientes qui peuvent être porteuses d'un handicap. Une autre situation qui est souvent assez délicate à gérer, c'est la précarité. Donc là, je voulais l'illustrer avec une jeune fille de 15 ans qui était une mineure isolée, qui avait un parcours migratoire long et assez difficile, qui avait été vue en consultation pour le bilan voilà, dans le cadre de son parcours migratoire et dans le cadre de son arrivée en France. Et donc, en fait, elle avait pu verbaliser de nombreux viols sur son parcours migratoire avec une grossesse qui avait abouti à un avortement en Italie. Et donc là, elle était en foyer. Elle était clairement dans une situation de vulnérabilité incroyable parce qu'elle était en plus complètement isolée. Donc, au cours de cette consultation, on a prélevé un bilan IST, des HCG évidemment. On a discuté de la contraception et puis, évidemment, on essaye de discuter ensemble avec les collègues de la COPEMI de l'UAPED. Et puis finalement, en fait, comme pas mal de ces jeunes filles mineures, elle est perdue de vue, elle est dans la nature. Comme elles n'ont pas d'adresse, pas forcément de numéro de téléphone à leur arrivée, on les perd, elles sortent des radars et puis on est un peu démunis. Dans un autre style, une jeune fille de 17 ans qui m'est adressée par la pédiatrie générale parce qu'elle est suivie pour un neurolupus. Donc c'est pareil, c'est une mineure isolée qui était arrivée en France pour le coup un peu plus tôt à l'âge de 13 ans, qui était placée à l'ASE. Et en fait, j'avais reçu un mail de la part de l'assistante sociale qui s'occupait d'elle pour suspicion de prostitution passive. Eh ben, parce qu'elle me disait qu'elle recevait beaucoup de cadeaux de la part des hommes avec un rapport aux hommes et à la sexualité qui était assez désinhibé. Et que avec ça, elle envoyait régulièrement des aides financières et notamment celles qu'elle touchait de l'ASE dans son pays d'origine avec une pression financière de la part de ses parents qui était vraiment très, très importante. Et donc, c'était une jeune fille pour laquelle c'était assez difficile parce que dès lors qu'on essayait d'aborder la sexualité, on n'arrivait pas à créer un climat de confiance important. Et donc, il y avait une véritable agressivité, notamment quand on posait la question par rapport aux cadeaux qu'elle recevait. Elle a eu à plusieurs reprises des IST. Elle refusait complètement la contraception. Elle avait quand même accepté de faire un frottis parce qu'elle était sous traitement immunosuppresseur et que c'était les recommandations à ce moment-là. Et donc, elle était HPV+ avec des lésions de bas grade. Donc, elle avait vraiment besoin d'un suivi. Et puis, finalement, c'est une jeune fille, dès lors qu'elle a atteint la majorité, pareil, on l'a perdue de vue. Donc, il y a cette problématique de la perte de vue qui est un peu compliquée. Et puis après, dans la précarité, on a cette histoire d'une jeune fille de 12 ans, originaire du Mali, arrivée en France il y a quelques mois, avec un père qui était en France depuis de nombreuses années. Et elle vivait avec sa mère au Mali. Et donc, c'est son père qui l'emmène en consultation pour, pareil, la consultation primo-arrivant, donc la consultation voyageur. Et l'interne qui la voit en consultation à ce moment-là nous appelle parce qu'elle a un doute sur une mutilation génitale.
La jeune fille ne parle pas du tout de ça, elle a aucun souvenir de ça, elle a aucune plainte. Donc, on avait décidé de la recevoir conjointement avec l'UAPED, l'interne qui l'avait vue, et donc moi-même, et on avait pu donc confirmer l'excision. En fait, entre-temps, le papa avait repris contact avec la mère au Mali et avait pu la questionner. Donc, elle avait confirmé que il y avait bien eu une excision de la part de la grand-mère. Et donc, le père qui était, on va dire, plutôt très bien intégré en France, était complètement dévasté par l'annonce. Il était très démuni. Ça a été assez compliqué à gérer parce que il avait le sentiment de ne pas avoir pu protéger sa fille comme il le voulait. Et donc, il a fallu qu'on essaye d'expliquer la situation à cette jeune fille qui comprenait pas très bien ce qui se passait, qui n'avait pas de souvenirs, pas de plainte, donc qui avait une compréhension un peu limitée de la situation. Voilà, donc c'est une jeune fille qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps et pour lequel il faudra qu'on programme l'accompagnement, mais j'ai pas plus de suite à vous donner pour ça. Un autre point un peu important, c'est l'environnement culturel. Donc ça, c'est une histoire un peu originale d'une jeune fille de 14 ans qui avait été amenée à ma consultation par sa mère et sa grand-mère. Et en fait, quand je leur demande pourquoi est-ce qu'elle vient en consultation, la mère me dit, bah, on est quand même très inquiète parce que elle n'arrive pas à obtenir de grossesse, elle perd les grossesses, elle perd les grossesses. Donc, je ne m'attendais pas spécialement à ce genre de motif à l'âge de 14 ans. Et en fait, en creusant un peu, c'était une jeune fille qui était déscolarisée. C'était des gens du voyage. Et en fait, elle avait été mariée à l'âge de 12 ans à un jeune homme qui en avait 15 à cette époque-là. Et puis, quand je l'ai reçue seule, elle me parlait pas de violence. Elle était complètement consentante. Elle était vraiment désireuse d'avoir cette grossesse. Et donc, ils étaient très inquiets voilà, par la situation. Donc, moi, voilà, je m'étais un peu questionnée sur qu'est-ce que je fais de cette demande. J'en avais discuté, pareil, avec mon chef de service et avec des collègues pour avoir un peu leur avis sur la question. Et on avait décidé du coup voilà, de la programmer en hôpital de jour pour faire le bilan de ces pertes de grossesse répétées. On avait pu trouver une cause un peu évidente et que j'ai donc traitée, qui était une carence en vitamine B12. Et donc, par la suite, elle a obtenu une grossesse et puis elle a accouché. Elle avait à ce moment-là 16 ans. Donc, voilà, c'est une situation qui m'avait un peu questionnée, mais ça m'avait questionnée plus moi, puisque du point de vue de cette jeune fille, dans cet environnement culturel-là, ce n'était absolument pas anormal et pas problématique. Voilà. Et puis pour finir, je voulais vous parler de quelques situations de maladies rares qui peuvent aussi parfois un peu questionner. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit dans la pratique très courante, mais voilà. Donc une jeune fille de 14 ans, enfin que je suis du moins depuis l'âge de 14 ans, en fait, sa grande sœur avait été diagnostiquée à la naissance d'une hyperplasie congénitale des surrénales. Elle avait eu une plastie du coup des organes génitaux externes à la naissance. Et donc pour cette jeune patiente-là, elle avait été diagnostiquée pendant la vie fœtale. Donc elle avait reçu, enfin sa mère avait pris une corticothérapie pour éviter la virilisation. Et donc finalement à la naissance, elle avait peu de virilisation et n'avait pas eu besoin d'avoir de plastie. Suite à ça, donc moi je la vois, elle est adolescente, elle avait eu une observance des traitements qui était très médiocre avec un accompagnement parental qui était pas complètement optimal de ce point de vue-là. Et en fait, c'était les endocrinopédiatres qui me l'avaient envoyé parce qu'ils s'arrachaient les cheveux avec cette famille et ces jeunes qui étaient hospitalisés régulièrement pour des décompensations et ils n'y arrivaient pas. Et ils s'étaient dit peut-être que j'aurais une accroche un peu différente et que j'arriverais un peu à voilà, améliorer l'observance thérapeutique. Et cette jeune fille m'avait beaucoup surprise au cours d'une consultation en me disant, mais du coup, si je prends pas le traitement, ça veut dire que je peux devenir un garçon. Et donc, je m'attendais pas particulièrement à cette question. Et donc, moi, je lui avais expliqué que non. Mais voilà, ça illustrait un peu les questions de genre qu'on peut avoir dans des situations comme ça. La dernière situation dont je voulais vous parler, c'était une jeune fille de 19 ans qui est suivie pour une insensibilité complète aux androgènes. Donc, en fait, elle est de karyotype 46XY et elle a donc des androgènes à des taux masculins, mais
pendant le développement, l'utérus ne se développe pas et il n'y a pas non plus les deux tiers supérieurs du vagin. Donc, au final, ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui n'ont pas de règles, qui sont diagnostiquées sur ça en général et qui, en fait, ont pas vraiment un vagin, mais plutôt une cupule vaginale. Donc, un vagin qui est assez court. Et donc, elle était en couple avec un homme. Elle voulait avoir des rapports sexuels, elle est très bien au courant de sa situation. Elle était en première année de droit, donc une jeune fille qui était vraiment très cortiquée. Et donc, on avait un peu discuté. Il y avait deux options possibles. Soit elle faisait elle-même des autodilatations pour essayer d'allonger le vagin, soit elle pouvait essayer d'avoir des rapports sexuels avec son compagnon si évidemment celui-ci était compréhensif et doux. Et puis finalement, les rapports permettraient progressivement d'allonger la taille du vagin, mais elle voulait pas que son compagnon soit au courant. Donc elle avait choisi d'essayer les rapports sexuels quand même, mais ça n'avait pas fonctionné, ils se sont séparés. Et puis finalement, elle m'a recontactée quelques temps après, complètement paniquée parce que au cours d'une soirée, elle avait été violée. Et donc, suite à ça, elle avait consulté aux urgences pour la prise en charge de ce viol. Et elle avait été confrontée à des médecins qui avaient une véritable méconnaissance de la situation, alors qu'elle-même était très au fait de sa situation et connaissait très bien voilà, le sujet et le fait qu'il n'y avait pas de grossesse possible puisqu'elle n'avait pas d'utérus. Et donc, ils l'ont un peu forcée à prendre une contraception d'urgence qui n'était pas vraiment adaptée dans ce contexte-là. Et puis, elle m'avait rapporté avoir eu voilà, des remarques du style, mais si vous êtes 46XY, vous êtes un homme, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, vous êtes trans, enfin voilà. Bref, très compliqué, un vécu, comme vous pouvez l'imaginer, absolument catastrophique, et bah, du coup, un accompagnement qui a été vraiment nécessaire par la suite. Donc voilà, donc pour conclure cette présentation et pour appuyer un peu ce que disait Aurélie juste avant, c'est que chaque jeune fille, elle est vraiment unique. La sexualité, elle va être vécue et perçue vraiment de manière très différente en fonction de plein de facteurs, que ce soit la précarité, la vulnérabilité, son environnement culturel, est-ce qu'elle est suivie pour une maladie chronique, une maladie rare, mais aussi son histoire personnelle, etc., etc. Et on en passe. Et en fait, même après de nombreuses années à travailler auprès d'elle, je pense que je serai toujours surprise par les histoires qu'elles pourront me raconter et les demandes qu'elles pourront me faire. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci de votre présentation également extrêmement intéressante et puis qui correspond finalement à des situations que vous avez rencontrées et qu'on peut être amené à rencontrer et pour lesquelles il faut essayer de faire des erreurs comme quelques cas que vous avez présentés. Merci vraiment. Alors, tout à l'heure, le professeur Bourmeau nous disait que la sexualité appris et socialement construite, d'où l'importance de peut-être l'éducation. Et donc, c'est la présentation que va faire le professeur Israël Nizan, qui est professeur émérite en gynéco-obstétrique, que vous connaissez tous et qui était président du CNGOF, et maintenant qui travaille à l'hôpital américain. Je te passe la parole, Israël. Merci Henri-Jean. Je ne sais pas si vous voyez les diapos. C'est parfait. Euh, Nous avons une situation en France qui est moins bonne que celle de nos voisins en termes d'information à la sexualité, en termes d'éducation. Et j'en veux pour preuve le nombre d'IVG chez les mineurs. Nous avons 15 000 IVG chez les mineurs et 90 000 IVG chez les moins de 24 ans. Là où les Hollandais ont, pour une population identique, 3 fois moins d'IVG. Et donc, c'est pas la carence en intelligence de nos jeunes femmes, c'est le manque d'information au début de la vie sexuelle. Chaque fois que le gouvernement a tenté d'améliorer les choses, il y a eu une résistance extrêmement intense qui se reproduit maintenant sur le programme EVARS, où des groupes comme SOS Éducation, etc., dans le prolongement de la manif pour tous, essayent d'empêcher que nos enfants aient une information correcte sur la sexualité. C'est un sujet féministe, c'est un sujet éthique qu'attendent de
qu'attend la population des professionnels de santé. C'est un sujet sociétal parce aucun jeune homme n'est obligé d'en passer par une interruption volontaire de grossesse. C'est donc les femmes qui payent le lourd tribut de l'absence d'information à la sexualité. Les objectifs des interventions en milieu scolaire sont variables. Il y a un objectif primaire, c'est d'éviter les pépins, de l'instauration de la sexualité sans aucune information. Lorsque la sexualité s'installe sans information, c'est les jeunes femmes qui en payent l'addition. Mais il y a un objectif secondaire qui est non mesurable, qui me paraît presque plus important que le premier, c'est d'avoir un contact en tant qu'adulte avec des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'éduquons pas nos enfants malgré la loi de 2001 qui prévoit 3 à 4 heures d'information à la vie affective et sexuelle depuis l'âge de 4 ans. Nous n'appliquons pas cette loi. Nous n'appliquons pas la loi sur la protection des mineurs. Et nous n'éduquons pas nos enfants, mais rassurez-vous, c'est la pornographie qui le fait à notre place. Euh, la pornographie donne une image dégradante et avilissante de la femme, et avoir un contact en tant qu'adulte avec les jeunes sur ces sujets sans tabou, c'est lutter contre une certaine forme de violence et de barbarie. Alors, les écueils majeurs de l'information à la sexualité dans les écoles, c'est se contenter d'une intervention technique. Voilà comment on évite les grossesses, voilà comment on évite les maladies sexuellement transmissibles. C'est inhumain d'aborder ça, une chose aussi complexe, uniquement sur l'aspect technique. Il faut éviter de faire passer du matériel dans les rangs parce qu'il y a toujours des élèves qui sont un peu moins matures que d'autres et qui ne veulent pas toucher, par exemple, un préservatif. Il ne faut pas non plus aborder la physiologie sexuelle parce que c'est le rôle des profs de SVT, ils le font très bien, il ne faut pas se mettre à leur place, il n'y a pas besoin de les remplacer. Il ne faut pas confondre information à la sexualité et éducation sexuelle. Je considère qu'on ne peut pas faire une éducation sexuelle. Chaque jeune est différent. Il va s'éduquer lui-même. Par contre, lui donner des informations, on peut le faire. Il faut éviter d'utiliser une terminologie vulgaire, ne pas tolérer le chahut. Intervenir sans qu'un enseignant ne soit présent, c'est interdit par la loi. Il faut porter aucun jugement sur les modalités sexuelles qui sont présentées par les jeunes. Je pense qu'il faut éviter de faire prendre la parole aux jeunes pendant l'intervention parce qu'ils n'ont pas la casse prudence dans le menu déroulant et peuvent dévoiler des choses qui leur sont très personnelles en n'imaginant pas que ça pourra leur porter préjudice ultérieurement. Il faut leur donner un endroit où cette parole personnelle sera possible et éviter le message le sexe ça tue ou ça donne des grossesses. Les modalités d'un fou ado, les endroits où ça marche, passer l'école, et la classe d'âge la plus importante de mon point de vue, c'est quatrième, troisième, selon ce que le directeur d'école vous dit. L'école, c'est 120 minutes, dont 30 minutes pour répondre aux questions des jeunes, questions posées anonymement entre la quatrième et la seconde, garçons et filles ensemble, petits groupes si possible, mais c'est toujours très difficile parce qu'on manque d'intervenants, et des questions anonymisées préparées auparavant. Le programme d'intervention en milieu scolaire nécessite un accord officiel du directeur, c'est à la place d'un cours, et il faut prévoir dans la ville un accueil anonyme et gratuit des jeunes, sans examen clinique, sans coût, sans examen complémentaire, avec, s'il y en a, une confidentialité totale sur les résultats de ces examens complémentaires. Il faut avoir la possibilité de poser des questions sans se déplacer, de revenir facilement. Et pour les classes défavorisées, nous avons mis en place à Strasbourg une petite classe dans l'hôpital où les profs viennent avec leur classe pour que l'intervention se fasse là où ils peuvent avoir de l'aide. Le, Pourquoi des intervenants extérieurs? Eh bien, les parents sont là pour faire l'éducation à la morale, c'est même les seuls légitimes pour le faire. Et quand ça n'a pas été fait, respect de soi-même, respect de l'autre, touche pas à mon corps est à moi, dans les années de l'enfance, par les parents en particulier, c'est pas rattrapable. Les parents ne peuvent en revanche
ont besoin d'aide, de même que les professionnels, et les seuls qui puissent donner cette aide, ce sont les professionnels de santé, sur une modalité de complicité. Et la seule contre-indication que je vois pour les professionnels de santé, c'est d'être mal à l'aise avec leur propre sexualité. Les parents sont les premiers informateurs, et on l'a vu dans les diapos précédentes, mais il vient un moment, à 13-14 ans, où les jeunes se ferment parce qu'ils ont l'impression de décevoir leurs parents. Et la sexualité des adultes a besoin d'ombre, et bien celle des adultes, des adolescents également. Et il ne faut pas que les adolescents soient obligés d'en passer par une information aux parents sur leur sexualité. Les parents ont droit à la confidentialité de la leur, les adolescents également. Les parents donc sont là pour l'éducation à la morale, ils sont les mêmes, les seuls habilités pour ça, mais ils ne sont pas toujours, hélas, à la hauteur. Alors, voici le plan, et bien entendu, je ne vais pas vous faire le contenu d'une intervention en milieu scolaire, mais voici, j'allais dire, les incontournables. C'est-à-dire que toute intervention en milieu scolaire en classe de quatrième, troisième ou seconde doit comporter ces 10 points qui sont, premièrement, dire les structures d'accueil dédiées aux jeunes dans la ville. Comme on n'est pas très favorable à ce qu'ils prennent la parole et qu'ils lèvent la main pour parler de leurs problèmes sexuels devant tous les autres, eh bien, il faut leur donner un endroit où ils puissent en parler. Euh, Personnellement, je, j'utilise 3 généralités sur la sexualité qui vont être la fin de ma présentation. Les 2 écueils rencontrés au début de la vie sexuelle, que sont les grossesses non souhaitées et les maladies sexuellement transmissibles, ça représente à peu près 10 minutes sur une intervention d'1 h 30. On ne peut pas ne pas parler de l'homosexualité parce qu'ils se posent tous des questions sur leur identité et sur leur orientation. Et donc, c'est un incontournable. La masturbation est un incontournable également. La jouissance sexuelle, la virginité, les violences sexuelles, les abus sexuels et la réponse aux questions écrites, tout ça, ce sont des points indispensables. Ce qui me permet de dire au passage que envoyer des jeunes ou même des professionnels de santé devant des classes de troisième sans les avoir préparés, ça peut être pire que de ne pas les envoyer, c'est contre-productif, ça nécessite une formation. Alors, dans les villes, les structures d'accueil sont assez faciles à mettre en place et d'ailleurs souvent le planning familial ou ce genre d'associations ont des structures d'accueil, mais on oublie complètement les campagnes. On ne peut pas faire 60 kilomètres pour parler à un adulte de sa problématique sexuelle. Et donc, il faut organiser les choses dans les campagnes. Il y a des modèles qui existent de structures sans examen clinique avec gratuité et confidentialité, non seulement de la partie médicale, mais de la partie pharmaceutique. Alors, 3 généralités sur la sexualité, j'en terminerai là. C'est, premièrement, il n'y a pas de sexualité chez les animaux. Il n'y a pas de sexualité chez les animaux, ça permet de différencier sexualité de génitalité. Les animaux ont une sexualité qui n'est pas maintenue pendant la période de gravidité, qui n'est pas maintenue après la ménopause et qui est entièrement dédiée à la reproduction. Les humains sont les seuls à faire l'amour pour le plaisir, ou pratiquement les seuls. On a quelques grands singes qui sont proches de nous de ce point de vue-là. Il n'y a pas de commencement, la sexualité existe dès la naissance, et la sexualité sans parole, c'est une sexualité, mais c'est une sexualité euh, qu'on appelle animale. Et donc, fantasme, parole, amour sont un continuum, et ce continuum, il faut le présenter comme étant séparé de la reproduction. Ta sexualité, c'est perso, c'est signaler que la sexualité est intime et secrète pour tous, qu'on ne peut pas raconter sa sexualité, que si on la raconte, c'est l'assurance d'être écouté, mais également méprisé dans le même temps. Et le pouvoir des parents s'arrête à la ceinture. Euh, Aucun parent n'a le droit ni de poser des questions, ni de s'intéresser à ce sujet. Et la sexualité ne peut pas être mise en lumière. Et enfin, il n'y a pas de normes en matière de sexualité, pas d'âge pour commencer, pas de normes sur le nombre de rapports. La médecine est muette sur ce qu'est une sexualité normale,
mais on a quand même une sexualité anormale et c'est pas la médecine qui la définit, c'est le droit. Tout rapport sexuel nécessite le consentement valide des deux. Pourquoi je dis valide? Parce qu'on ne peut pas dire oui à son père. Et donc, c'est extrêmement important dans ces périodes d'information à la sexualité d'être capable de dire quels sont les objets les parties du corps qui sont intimes et quelles sont les parties du corps que personne n'a le droit de toucher sans consentement, ce qui permet de faire un tour par le consentement. Alors, tout ceci, bien entendu, est extrêmement peu diffusé dans notre pays, malheureusement. Et à mon estimation, il y a à peu près 15% des jeunes qui disposent d'une information correcte par des professionnels de santé en milieu scolaire, ce qui explique les résultats catastrophiques que nous avons en termes de préparation des jeunes. Nous apprenons à nos enfants à traverser la rue sans se faire renverser, mais nous avons trop de tabous pour leur apprendre à entrer en sexualité sans en payer les pots cassés. Et c'est encore une fois les femmes qui payent le plus de pots cassés en l'absence totale d'information. Et donc, le citoyen disant, il demande l'application de deux lois, qui sont des lois de la France. La loi de 2001 qui prévoit 4 heures d'information à la sexualité, quel que soit l'âge, tout au long de la scolarité. C'est dans la loi de la France, mais cette loi ne fait que décorer les étagères du ministère de l'Éducation. Et la loi sur la protection des mineurs, il y a un effet ciseau. Nous, si on voulait distribuer des images pornographiques dans la rue à des jeunes, ça se terminerait au poste. Mais quand on est un milliardaire du net, on peut tranquillement distribuer. On demande, vous avez 18 ans? Oui, non. Et on peut passer à la distribution d'images. Je demande que le fait d'être milliardaire du net ne dispense pas d'appliquer les lois de la France et qu'on ne puisse pas faire business as usual sur l'information à la sexualité de nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Israël, pour enfin, ton message, qui est un message extrêmement important. C'est vrai que c'est une tristesse de voir que on n'arrive pas à faire passer cette obligation d'éducation. En fait, est-ce que tu as une idée sur la France comme ça, si quel est le pourcentage d'écoles dans lesquelles il y a ces 4 heures ou même 1 heure d'information? Tu as une idée? C'est 15%. 15%. 15% et les 4 heures depuis les petites classes jusqu'à la terminale, 0%. Il n'y a aucun endroit que je connaisse où on applique la loi de 2001 correctement. Et donc, c'était le but du programme EVARS. Enfin, on a un vrai programme magnifique avec qu'est-ce qu'on dit aux jeunes à tel âge, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans. Le programme EVARS est parfait, mais il est bien sûr trop ambitieux. Et puis, sans aucun crédit, les directeurs d'école haussent les épaules. C'était prévu pour la rentrée 2025, rien n'a bougé. Et donc, si, il y a juste SOS Éducation qui bouge en disant le programme EVARS, c'est fait pour inciter vos enfants à changer de genre. Donc, ce qui est complètement faux. Ah Donc, oui. véritablement, il y a la lutte, et c'était déjà passé pour les ABC de l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem, où le gouvernement avait fini par reculer devant Madame Farida Belgoul qui avait dit on va retirer nos enfants les jours où on fait les ABC de l'égalité. Et le gouvernement avait reflué en désordre. Et là, sur le programme EVARS, où la qualité de ce programme est magnifique, je m'attends nouveau à un recul. Hélas. Et je sais qu'il y a eu au cours de ces webinaires, il y a eu des présentations d'infos-ados qui ont été faites par des étudiants en médecine qui ont été formés. Est-ce que fait par des pairs, ça te semble être un élément positif ou ça dépend de la personne? C'est un excellent élément. Nous avons 9000 internes en médecine. Nous avons 1000 sages-femmes, élèves sages-femmes. Il y aurait véritablement la possibilité, avec une journée de séminaire,
de formation, parce qu'on forme plus vite les professionnels de santé, de leur demander une espèce de service civique de l'information à la sexualité pour que demain, on ait assez de jeunes pour parler. Et en plus, les jeunes ont une proximité langagière avec les élèves de troisième et de quatrième qui fait qu'ils sont mieux compris, mieux suivis. C'est comme un aîné. Et donc, c'est une très bonne option d'utiliser les jeunes étudiants en médecine, les internes de toute spécialité et les D'accord. élèves sages-femmes, élèves infirmières, les élèves en santé. Merci Israël. Donc on va passer dernière présentation sur la prostitution chez les adolescents par Hélène David, qui est responsable du dispositif Ado-Sexo de l'ACPE, c'est-à-dire Agir contre la prostitution des enfants. Et malheureusement, c'est un sujet qui existe, et même en France. Je vous passe la parole, Madame David. Merci beaucoup. Effectivement, si la prostitution n'est pas de la sexualité, mais bien de l'agression, hein, elle va toucher évidemment la santé sexuelle de nos adolescents et des futurs adultes, évidemment, qui ont été exploités. Alors, je tente de vous partager, voilà, mon petit PowerPoint. Hop là, je vais y arriver. Voilà. Alors, j'aurais voulu le mettre évidemment en grand. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Voilà, hop, voilà. Mon titre, effectivement, je suis très heureuse. Je vous remercie de m'avoir invité à à ces visioconférences. Effectivement, c'est bien une question de santé publique aussi. Et donc, parce que, évidemment, on dit que la prostitution chez les mineurs, c'est une question de protection de l'enfance, évidemment. C'est une question aussi du droit des femmes, évidemment. Mais je préviens tout de suite, il y a quand même beaucoup de jeunes garçons aussi qui sont exploités sexuellement parce que il y a de la demande, il y a des clients qui souhaitent aussi des jeunes garçons. Je le précise tout de suite, mais bien sûr que je vais me centrer sur la question des jeunes filles. Néanmoins, je préfère dire à la suite, effectivement, du professeur Nizan que cette éducation à la sexualité à l'éducation nationale, elle est vraiment incontournable et elle est vraiment pour arriver à ce qu'on ne dise pas seulement aux jeunes filles qu'elles doivent faire attention et peut-être d'être hyper protégées en restant à la maison. Ça, ce serait quand même le comble, mais bien effectivement de pouvoir éduquer aussi les jeunes garçons qui peuvent devenir effectivement des prédateurs. Alors, prédateurs en tant que clients, et il y a très peu, vous l'avez vu hein, en ce moment, il y a quand même pas mal de médias qui parlent de cette prostitution des mineurs, hélas, mais souvent on demande le chiffre, le nombre de mineurs qui seraient concernés. Alors on a un chiffre qui date de 2020 qui relève que 20 000 jeunes seraient concernés. Les chiffres actuels, vous voyez, 2020, c'est quand même il y a 5 ans. Il y a une enquête actuelle que finit Aziz Essadek, un, un psychologue qui est de l'INSERM et qui va montrer effectivement qu'il y en a beaucoup plus, notamment si on comptabilise aussi les jeunes garçons. Donc, on demande des chiffres sur la question des mineurs exposés à cette exploitation. On ne pose quand même pas de questions sur le nombre de clients qu'il peut y avoir effectivement en France, et ça, c'est quand même dommage. Et puis aussi, il y a bien sûr les prédateurs qui sont les proxénètes. Alors, ceux-ci sont loin d'être l'image que nous avions il y a 20 ans. Excusez-moi, Il y a... mais je pense que vos diapos n'avancent pas là, Ah, oui, parce qu'on oui, est resté sur la diapo d'introduction. voilà, Voilà, très bien. merci. Et Merci. donc, voilà, effectivement, cette question-là est aussi à poser. Hein. Donc, chez les prédateurs proxénètes, nous avons quand même des adultes, mais aussi des mineurs, et des mineurs qui peuvent être des garçons, mais aussi des filles, et notamment les jeunes filles qui sont déjà victimes elles-mêmes dans la prostitution, qui peuvent avoir une injonction
à recruter de nouvelles copines. Alors, vous dire que dans ces situations, nous avons vraiment besoin que les réseaux sur des territoires s'installent avec une interconnexion. Alors, évidemment, avec le travail de la justice, hein, puisque effectivement, c'est de mettre à l'écart et en incapacité de nuire les proxénètes. Je vous l'ai dit, les clients sont très, très, très peu inquiétés à l'heure actuelle. Et puis, bien sûr, pour que les jeunes soient protégés, nous avons besoin d'un tissu de la protection de l'enfance, mais vous avez dû le constater, les moyens d'éducation, de la protection de l'enfance sont quand même limités. Je voyais dans un territoire où nous intervenons beaucoup, ils ont 25% de plus de signalements dans les quelques dernières années, pas seulement sur la prostitution, mais effectivement un nombre croissant avec non pas des postes qui augmentent, mais plutôt parfois des postes qui sont sans recrutement, faute notamment d'éducateurs, puisqu'il y a une pénurie d'éducateurs aujourd'hui. Une éducation qui malheureusement reste souvent tournée vers des enquêtes et des évaluations. Et on a trop peu d'éducateurs qui soient vraiment au service de ce dont beaucoup de jeunes souffrent, c'est-à-dire un accompagnement à vivre, un accompagnement à trouver du sens et du sens pour avoir envie de vivre autre chose. Vous voyez, c'est pas simplement en signalant qu'on va protéger, ce n'est pas simplement en nommant, enfin en essayant de faire des enquêtes contre les prédateurs, mais c'est bien aussi en donnant envie aux jeunes de vivre autre chose et en leur montrant qu'ils en ont la capacité. Et je finis évidemment par la santé, c'est que malheureusement, ces jeunes qui sont exploités, et plus ils sont jeunes à être exploités, plus les problèmes de santé, évidemment, vont être terribles, déstructurants. C'est évidemment, en premier lieu, les troubles liés au psychotraumatisme liés à ces violences subies. Même une semaine dans la prostitution, vous avez des jeunes qui restent marqués pendant très longtemps. Alors, inutile de dire que s'il y a un début à 12 ans et que ça va durer pendant 2 ou 3 ans, voire plus, évidemment que ce sont des jeunes qui sont malades, qu'on ne doit pas simplement considérer comme des jeunes à réinsérer, notamment au niveau de la scolarité, mais bien des jeunes qui nécessitent du soin. Alors, quels sont les problèmes? Ben, évidemment, vous avez beaucoup de choses qui sont liées à tout ce qui est gynécologique, hein, bien sûr, en premier lieu. Beaucoup d'ailleurs de parents et d'éducateurs, au retour d'une fugue, par exemple, vont amener les jeunes aux UAPED, mais aussi voir un gynécologue, ce qui est à nouveau pour certains jeunes qui ont été agressés, quelque chose qui est traumatisant, possiblement, hein. Donc là, les gynécologues et les services, par exemple, je travaille beaucoup avec Robert Debré, avec le service, avec l'UAPED, mais aussi avec le service addictologie, parce que ce sont des jeunes qui, à 90%, sont dans la consommation de produits. C'est une des emprises, et je dirais que les jeunes que nous rencontrons subissent 3 types d'emprise dont il est très difficile à sortir seul, évidemment. Eh bien, en premier lieu, ce sont les addictions. Une petite parenthèse pour que vous sachiez que les prédateurs, aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer dans la prostitution, dans le proxénétisme, le produit, et souvent ils en utilisent 3, le cannabis, l'alcool et le protoxyde d'azote. Et le trio, qui n'est pas très très cher quand même, permet une soumission chimique, un guet-apens. Alors, c'est plutôt d'ailleurs une vulnérabilisation en poussant le jeune, la jeune de 12 ans, de 13, 14, ou les jeunes garçons aussi, en les poussant à consommer. Et lorsqu'ils sont à moitié conscients, il va y avoir un viol possible en réunion,
Et c'est le psychotraumatisme qui en découle qui va créer l'acceptation. C'est à cause de la sidération, si vous voulez, et de la dissociation que la jeune va être persuadée qu'effectivement, elle était consentante, elle n'a pas crié. Possiblement aussi, les prédateurs vont prendre un film, une vidéo de ce qui s'est passé, et le lendemain vont dire, ben, tu vois, tu étais consentante, et en plus, si tu ne fais pas ce que je veux, eh bien, effectivement, je vais diffuser. Donc, si vous voulez, un chantage qui va suivre en plus après ce viol qui est complètement traumatisant. La consommation de produits, ça crée aussi une dépendance, évidemment. La jeune va être obligée de revenir pour avoir à nouveau du produit. Pas tout de suite, bien sûr, mais quand même assez vite, surtout qu'elle va avoir besoin de, de, d'a- d'amoindrir l'effet de souffrance du psychotrauma. Donc, un tourbillon dans lequel elle va être prise. Et la troisième chose que le produit va créer, c'est que si la jeune veut stopper, le proxénète ou les proxénètes vont lui dire, avec tout ce qu'on t'a donné comme produit, eh bien, tu as une dette envers nous. Et donc, tu ne partiras pas tant que tu n'as pas payé ta dette. Donc, vous voyez, le produit, un outil à trois usages qui est vraiment enfermant. Le deuxième, évidemment, la deuxième emprise, c'est le réseau des proxénètes et des clients, parce que les clients aussi peuvent être parfois harcelants dans les réseaux sociaux. Donc parfois c'est le proxénète et quelquefois les clients, effectivement, avec des chantages, des humiliations, bref, tout l'attirail des prédateurs qui ont, si vous voulez, quand même deux outils que nous n'avons pas, hein, puisque, vous savez, si on connaît un peu la théorie du changement, si vous êtes face à quelqu'un qui a effectivement une conduite, une habitude qui lui fait du tort pour sa santé, on a trois possibilités, trois biais d'action. Et or, moi, par exemple, je n'en ai qu'une seule, hein, et vous allez voir. La seule que j'ai, c'est la recherche de l'adhésion. Et c'est ça qui est très troublant pour les professionnels et pour les parents, c'est qu'ils imaginent qu'une fois qu'ils ont décrit que leur enfant est exploité, la police, la justice et les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance vont effectivement prendre le jeune, ce que eux n'arrivent pas à faire, et le contenir. Sauf que, même dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, on ne peut pas enfermer un jeune s'il a décidé de partir et de sortir, même en pleine nuit, parce qu'un prédateur est en train de l'appeler. C'est ça qui est déroutant. En revanche, les deux autres biais, nous ne les avons pas en tant que professionnels, euh, possiblement certains qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la contention, c'est-à-dire ces services fermés, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est quand même assez difficile de pouvoir effectivement enfermer, donc en psychiatrie. Et puis ensuite, évidemment, il y a des services comme les CEF, hein, les centres éducatifs fermés. Mais là, il faut être auteur de quelque chose, évidemment, pas victime. Donc, l'adhésion, la contention et la troisième biais, c'est l'injonction. Dire aux jeunes, tu ne dois pas te laisser exploiter, tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas aller dans tel endroit, ça marche si le jeune accorde encore du crédit à la personne qui lui dit ça. Donc, vous voyez, on est quand même dans une situation où le cadre d'intervention est compliqué et c'est vrai que le personnel de santé, vous avez possiblement une accroche qui est fort différente de la protection de l'enfance, qui, soit dit entre nous, les proxénètes vont évidemment teinter la protection de l'enfance, les éducateurs, les juges et autres, d'une façon absolument grise ou noire auprès du jeune en lui disant, en fait, ils veulent t'enfermer, ils veulent t'empêcher d'être libre, ils veulent t'empêcher d'être autonome,
et ils vont t'enfermer dans un foyer ou je ne sais trop quoi. Donc, il y a des, un lavage de cerveau qui, d'ailleurs, en allant voir des proxénètes pour essayer de faire de la prévention de la récidive en prison, eh bien, beaucoup disent il suffit d'entrer dans sa tête. Voyez? Et ça, c'est un classique, c'est vraiment l'art de la manipulation. Et puis, pour vous donner encore, le troisième élément d'emprise, ce sont tout ce qui est lié au psychotraumatisme qui va créer des troubles compulsifs de répétition. Et dans ces troubles compulsifs, et c'est pour ça que dans cette conférence aujourd'hui, c'est intéressant à noter, vous pouvez avoir des jeunes qui ont des troubles compulsifs sexuels, c'est-à-dire une compulsion à une sexualité violente, et donc des jeunes qui vont avoir été violés ou exploités sexuellement, qui vont retourner régulièrement vers d'autres moments, d'autres événements, des lieux où à nouveau elles vont se faire effectivement agresser, violer. Ça, ce sont surtout pour les jeunes filles. J'ai un jeune garçon dans une situation comme ça. Lui, par exemple, quand il y a reviviscence effectivement des psychotraumas, lui, pour apaiser les choses, c'est pas par la sexualité violente, mais c'est en sortant dans la rue et en s'engrainant, comme il dit, avec un groupe d'autres jeunes qu'il va croiser pour se battre. Et en fait, ce n'est pas pour frapper les autres. Il se laisse frapper et il arrive avec une tête énorme parce que cette violence subie va lui permettre d'effectivement diminuer cette souffrance à cause du souvenir qui revient. Cette dernière diapo, parce que j'en aurais beaucoup, mais on a un temps réduit, mais je vous en remercie, vous dire que les portes d'entrée, et c'est là aussi où, en tant que personnel médical, vous pouvez parfois avoir des situations de pré-prostitution. Et voyez, nous, à la CPE, nous travaillons sur des situations de prostitution avérées et des situations de pré-prostitution parce que c'est intéressant d'agir précocement. Et donc, je les classe en deux catégories. Vous avez les situations où le jeune s'est mis en danger, où il a eu une conduite à risque et une conduite surtout où il savait qu'il était en dehors du cadre autorisé par les adultes. Par exemple, consommer des produits. C'est cette jeune, par exemple, qui dit, mais non, il ne m'a pas violée, j'avais accepté de fumer un joint avec lui. Voyez? Donc effectivement, la consommation de produits comme une sexualité précoce où ils ont l'impression qu'ils ont accepté, les fugues bien sûr, et l'extimité, c'est-à-dire l'affichage sur les réseaux sociaux de leur intimité. Ça, évidemment, c'est là le plus dangereux parce que ce sont les situations où les jeunes vont dire j'étais consentante. Et de l'autre côté, vous avez les situations, tout à l'heure, il y a eu des vignettes sur des jeunes issus de la migration qui ont vécu des choses terribles pendant la migration. Évidemment que ce sont des jeunes qui sont en danger parce que des prédateurs peuvent tout à fait exploiter cette fragilité-là pour leur proposer cette fois-ci de faire la même chose, mais en gagnant de l'argent. Les jeunes, je signale aussi les jeunes en situation de handicap, ce sont des proies faciles. Et pour le milieu scolaire, je ne cesse de répéter le niveau tout de même de harcèlement. Une jeune, cet après-midi, je voyais une jeune, donc de 13 ans et demi, qui a la réputation, désolé du terme, mais c'est ceux qu'ils entendent, d'être une pute. Et cette étiquette-là, elle l'a tout simplement parce qu'effectivement, elle est déjà avec la stature d'une femme, elle s'habille effectivement déjà comme une femme, et donc, d'avoir cette étiquette-là fait que d'autres prédateurs peuvent venir pour proposer effectivement quelque chose. Voilà, donc je m'arrête là, mais bien sûr que nous souhaitons travailler de plus en plus avec le milieu de la santé, ne serait-ce bien sûr que parce que nous avons besoin
comme je le dis, ce sont des jeunes qui sont malades et ce n'est pas simplement de les remettre dans le milieu scolaire ou dans un foyer qu'ils vont être guéris. Voyez, il leur faut à la fois des éducateurs qui les aident à retrouver le goût de vivre, mais aussi le monde de la santé qui, chacun pour leur part et tous ensemble, on va produire effectivement un entourage qui permet de se soigner. Je vous remercie beaucoup en tous les cas de m'avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, madame. C'était, ça témoignait un peu de votre présence active dans cette association. Et alors finalement, dans quelle situation vous êtes, dans quelles circonstances vous êtes contacté? Qui est-ce qui vous contacte en général? C'est plutôt la police, c'est plutôt les médecins, c'est plutôt dans quelle situation en fait? Alors, dans l'immense majorité des cas, ce sont les professionnels plutôt du côté éducation nationale, protection de l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi maintenant, notamment avec le travail avec quelques hôpitaux, dont Debré, et puis des maisons des ados, donc aussi maintenant le secteur sanitaire. Et à 20%, ce sont directement les parents. Parce Ah, que effectivement, sur leur recherche euh, sur le net, ils nous ont trouvés et ils nous téléphonent. Donc les parents qui sont aussi à accompagner parce que eux aussi sont dans un traumatisme, ouais, j'imagine. la découverte de ce que peut vivre leur enfant ou pendant les fugues, évidemment, ils sont véritablement traumatisés. Mhm. Et est-ce que les pédiatres aussi vous adressent un peu, parce que je pense que les pédiatres doivent être confrontés à des situations d'enfants qui sont notamment au niveau de l'adolescence, qui peut être une période un peu complexe, ou des peut-être des pédopsychiatres aussi, ils sont pas confrontés à des situations complexes qui peuvent faire penser qu'il y a une situation soit de violence, soit d'abus sexuels, soit peut-être de prostitution. Est-ce que vous avez une action avec les pédiatres aussi parfois, ou pédopsychiatres? Alors, parfois oui, mais c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, ce sont quand même essentiellement des pédiatres, oui, des pédopsies qui sont qui interagissent en milieu institutionnel. Nous D'accord. n'avons pas en libéral. Nous avons eu quelques psychologues en libéral qui nous ont orientés, effectivement, une jeune, mais pour l'instant, le secteur libéral est plus, peut-être nous connaît moins. Enfin voilà. D'accord. Mais ce que vous avez expliqué, enfin brièvement, parce que le temps était en effet limité, c'est vraiment dommage, mais que finalement l'entrée dans la prostitution euh, n'est pas si éloignée chez les enfants que chez les adultes finalement, parce que souvent, enfin on a l'impression il y a une situation de vulnérabilité qui est augmentée par ou qui passe par l'addiction à certaines drogues, et puis finalement, voilà, une contrainte, un chantage. On a l'impression on n'est pas si loin finalement de la prostitution à l'âge adulte, hein. Tout à fait, avec cette grosse différence quand même, c'est que l'âge est le premier facteur de vulnérabilité. Ouais, C'est-à-dire que par rapport à la manipulation qui est très orchestrée, les bonnes pratiques entre proxénètes se diffusent plus vite ouais, bien que sûr. nos bonnes pratiques à nous, hein. Et donc, effectivement, l'art d'entrer dans la tête de ces gamins et de ces gamines se propage. Je suis sidérée de l'inventivité qu'ils ont et ça fait peur, hein. J'affirme que des jeunes, même qui n'ont pas vécu quoi que ce soit dans leur famille, parce que vous voyez, c'est quand même ça, hein, qui n'ont vécu aucun psychotraumatisme dans leur famille, voilà, à 12 ans, peuvent être embarqués dans la prostitution en moins de 24 heures, Oh là. notamment, alors c'est pas les cas les plus manifestes, mais quand même, par des guet-apens qui sont quand même véritablement orchestrés, avec une copine qui invite à une fête, même en pleine journée, et un guet-apens. C'est assez terrible, hein. C'est glaçant en fait d'entendre ça. Et c'est probablement quand même euh, dans des circonstances un peu sociales
un peu particulière peut-être, ou non, ça peut toucher finalement tous les milieux sociaux, vous avez l'impression? Non, ça peut toucher tous les milieux sociaux. La jeune dont je vous parlais tout à l'heure, qui est harcelée, alors pour l'instant, elle a été une fois approchée par quelqu'un qui lui proposait et elle a su s'en Hmm. dépatouiller et ne pas accepter. Mais si vous voulez, c'est vraiment d'une famille de classe moyenne qui ne présente pas de difficultés particulières. En Ouais. revanche, c'est une jeune de 13 ans qui est déjà très formée et très jolie. Et donc, effectivement, dans un quartier où, de fait, il y a en ce moment du recrutement. Hmm. Alors, vous expliquez les trois solutions pour essayer de convaincre, et finalement, vous arrivez dans une grande majorité des cas par un de ces trois moyens, ou peut-être les trois associés, à faire sortir de la prostitution ces enfants, ou c'est vraiment très très complexe, quoi, hein, au total. Ouais. C'est quand même très complexe. C'est pour ça que plus on agit précocement sur Ouais, des jeunes qui sont déjà simplement à risque, et mieux c'est. Alors, notre approche, donc nous n'avons par exemple que la recherche de l'adhésion du jeune. Et dans cette recherche de l'adhésion, notre approche est issue des bonnes pratiques en consultation jeunes consommateurs. Si vous ouais. voulez, les bonnes pratiques côté addictologie, c'est aussi ça que nous reprenons, notamment avec l'approche motivationnelle, où on va chercher la motivation du jeune à vivre autre chose, et puis les compétences psychosociales, restaurer l'estime de soi, etc., etc. Et on travaille beaucoup, beaucoup avec des jeux, parce que ce qu'ils vivent, souvent, c'est indicible, c'est trop, trop difficile. Donc, c'est par des jeux où on commence effectivement par les émotions, l'estime de soi et le relationnel aux autres. Super, superbe travail, hein, vraiment félicitations. Merci. Alors, je voudrais peut-être revenir parce que c'est vrai j'ai déjà posé des questions à Joanne Chanal et à Israël Lisan qui étaient un peu contraints par le temps. Et finalement, sur l'exposé du professeur Aurélie Bourmeau et de Clémence Delcourt, il y avait beaucoup de questions potentielles. Alors, il y a notamment un état de fait qui était, elle disait que, vous avez dit, je crois que euh, au niveau des lycées, par exemple, il y avait une attirance des jeunes femmes, des jeunes filles pour les filles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble récent ou c'est depuis toujours? Et est-ce que c'est transitoire ou est-ce que ça signifie qu'il y a une évolution vers l'homosexualité? On a beaucoup étudié ce phénomène, hein. Donc là, on est vraiment à la conjonction de deux phénomènes. On est dans une société qui permet la parole. Donc la parole de dire, bah, en fait, moi, je suis aussi attirée par le même sexe. Je suis autant attirée par les garçons que par les filles. On est Oui. vraiment dans une société qui ouvre la possibilité de s'exprimer à ce propos. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, hein, en termes Hmm. de sexologie inclusive et positive. Et on est aussi avec des adolescents qui, comme tous les adolescents, vont tester les limites, ont envie de vivre, de rester dans un flou, de ne pas poser tout de suite de normes, de cadres établis. Et on est devant une adolescence qui est en réaction, enfin ça c'est le principe de l'adolescence, mais qui Oui. est particulièrement en réaction par rapport aux normes hétéro-centrées, aux normes patriarcales, telles que nous, on l'a vécu, telles que nos parents l'ont vécu, telles que la société l'a vécu depuis 10 000 ans. Donc, bien sûr, ça fait partie d'un discours qui va essayer de renverser ça. Honnêtement, je pense qu'on se rapproche des vrais chiffres, c'est-à-dire des gens qui ont le droit d'exprimer leur homosexualité, et aussi des chiffres qui vont être un petit peu mélangés avec des personnes, des adolescents qui ont envie de transformer les normes et de dire,
ouais, bah, c'est pas parce que je suis hétéro que j'ai pas le droit, parfois, d'être attirée par une fille que je trouve particulièrement charmante et qui me fait quelque chose au cœur ou ailleurs. Donc, c'est vraiment ce double phénomène qui fait ce chiffre-là. Et personnellement, en tant que sexologue, j'espère que ces chiffres vont rester ainsi aussi ouverts parce que je pense que c'est vraiment un bon indicateur de bonne santé pour une société d'autoriser les jeunes à cette fluidité, que ce soit dans l'orientation sexuelle ou dans l'identité de genre. Et alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a peut-être une liberté d'expression qui est différente d'il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, à l'époque où les collèges n'étaient que unisexes. Il y avait collège de filles, collège de garçons. Et euh, est-ce qu'à cette époque-là, bon, on n'a peut-être pas des données, est-ce qu'il y avait quand même une situation qui était assez proche? Vous pensez que c'est vraiment parce qu'on pourrait penser que c'est l'inverse, parce que maintenant, il y a une mixité quand même dans la plupart des écoles et qui Mais pourrait. c'est pas le fait de mettre en présence des individus qui va leur permettre de s'exprimer. Quand on était, alors là, vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. Mais voilà, les collèges unisexes, le fait d'être en non-mixité, c'est pas forcément pourvoyeur et c'est pas forcément permissif. Parce que derrière, il y a la norme sociétale. Et la norme sociétale, elle est bien au-delà de vous mettre du lundi au vendredi avec seulement des individus du même sexe. Effectivement, on sait que quand il y avait une non-mixité, il y avait des pratiques. Mais il n'empêche que les pratiques ne reviennent pas à se reconnaître comme attirés par l'autre sexe. On sait très bien qu'en prison, il y a une homosexualité de contrainte et que pour Mhm. autant, si vous allez voir les prisonniers et que vous leur demandez est-ce que vous vous sentez homosexuel, ils vous diront absolument pas. C'est pas le même phénomène. Et ce qu'on observe là dans l'ouverture de la parole, c'est très récent, hein. Ça vient de l'époque de MeToo, ça vient de Oui, bien euh, sûr. c'est vraiment une société et le mariage pour tous. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Donc, il faut au contraire essayer de le garder le plus possible parce que là, on lutte vraiment contre 10 000 ans de patriarcat, hein. Vous avez aussi abordé la question de la dépression et de la sexualité, de l'impact de l'un sur l'autre. Mm. Mais alors là, on comprend, enfin, de manière un peu intuitive, que bah, la dépression entraîne une sexualité de qualité médiocre. Euh, mais de la même manière, d'après les chiffres qui ont été donnés sur la satisfaction, entre guillemets, chez les femmes des rapports sexuels, c'était présenté par peut-être par vous, je sais plus, ou par Joanne Chanal, euh, ça peut aussi contribuer à une dépression aussi, l'insatisfaction. Et donc ça peut être un cercle un peu vicieux où c'est pas tellement le cas en fait. Alors, le lien hein, qui est très fort et qui a été établi dans la littérature, c'est vraiment l'impact de la dépression sur la sexualité par deux mécanismes, hein. Vraiment le mécanisme de la dépression qui fait qu'on perd le désir, c'est l'anédonie, hein, donc y compris le désir sexuel et la satisfaction sexuelle, et en plus les médicaments. Dès qu'on prend des Ah, bien sûr. IRSS, Mm. il y a 80% de troubles du désir et de l'excitation. Donc ça, c'est un lien qui est très fort. Après, on sait aussi, et c'est très fort chez les jeunes femmes, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, hein. Une non-satisfaction, mais pas une satisfaction physique, une non-satisfaction, l'impression de ne pas être écoutée par son conjoint. Bien sûr qu'il va y avoir un cercle vicieux sur le fait qu'on n'a pas de désir pour son conjoint à partir du moment où mais ça, c'est de la psychologie de base. C'est la récompense. C'est le phénomène de la récompense. Si Bien ça se sûr. passe super bien dans les rapports sexuels et qu'on s'éclate, on a envie d'y retourner. Si ça se passe bof, qu'on a l'impression de s'ennuyer ou de se forcer ou que c'est douloureux parce qu'on n'est pas assez excité, bien sûr qu'on va être dans l'évitement. Mhm. Mais le lien avec la dépression, il est vraiment plus fait dans l'autre sens. Sinon, là, pour le docteur Clémence Delcourt, donc vous êtes confronté à des situations, bon, qui sont évidemment complexes, hein, des situations de grande précarité, vulnérabilité,
de maladies rares, euh, qui sont des situations, je dirais, socialement un peu déprimantes, et on comprend que ça a un impact sur la sexualité, je dirais même sur la vie sociale. Euh, Est-ce que finalement, euh, c'est un sujet euh, qui n'est pas mis de côté le plus souvent, c'est-à-dire par rapport à la gravité des situations sociales, de précarité, de vulnérabilité, même la situation de euh, la résistance aux androgènes. Moi, j'ai un patient à prendre en charge comme ceci, et je dois dire que ce sujet a été abordé sur le plan un peu, de ma part, hein, sur le plan un peu plus technique pour recréer un néovagin, euh, plus que sur le problème de la sexualité. Peut-être que j'ai pas écouté suffisamment sa demande, mais oui, c'est des situations qui sont tellement difficiles que peut-être que le message de la composante sexualité, c'est-à-dire se préoccuper de la sexualité des gens, devrait être important. C'est partie finalement des éléments de la vie des gens. Vous êtes confronté à beaucoup de situations, enfin, à des situations régulièrement dans ce contexte-là, de précarité, vulnérabilité, parce que je pense que euh, à Robert Debré, il y a une population autour qui est parfois en situation de précarité. Oui, alors c'est un peu particulier. En fait, ce qui est très compliqué, alors, si on fait un peu un par un, euh, sur la précarité, alors oui, on en voit beaucoup. Je pense qu'on a un énorme biais de sélection à Debré du fait, voilà, Ouais. de l'environnement de travail, etc. Euh, Après, nous, on n'en voit peut-être pas tant que ça malgré tout parce qu'il y a quand même des circuits existants et parce que la temporalité n'est pas toujours évidente. Ce que j'essayais vraiment de montrer dans mon propos, c'est que pour la précarité, et notamment pour les mineurs isolés, il y a un besoin qui est immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir être disponible tout de suite maintenant pour pouvoir venir les voir, pour pouvoir répondre à leurs Mhm. questions, pour pouvoir dépatouiller des choses parce que ce sont beaucoup de jeunes qu'on perd. Donc ça, c'est vraiment un niveau de complexité sur la précarité. Enfin, voilà. Et puis, bah, on n'a pas toujours les informations aussi quand on les voit. Enfin, bref, c'est pas toujours évident. Pour ce qui est de la maladie chronique et la maladie rare par extension, la situation, elle est encore plus particulière parce qu'en fait, moi, j'interviens à l'adolescence, mais j'interviens auprès des ados qu'on veut bien m'envoyer. Il y en a quelques-uns qui viennent d'eux-mêmes, qui sont demandeurs, etc. Mais la plupart du temps, c'est quand même mes collègues pédiatres qui nous les envoient parce qu'il faut dépatouiller des questions de contraception, de Mhm. sexualité, de machin, etc. Et en fait, la particularité chez ces jeunes, c'est que le suivi pédiatrique, les pédiatres, ils sont pas du tout habitués à aborder ce type de questions parce que en fait, ils les suivent depuis qu'ils sont tout petits, parfois bébés. Bon, je vais pas dire qu'ils les voient pas grandir, mais ils sont pas forcément à l'aise, en tout cas, avec ces choses-là. Et alors, c'est vrai que soit ils nous les envoient vraiment parce qu'il y a quelque chose qui a été formulé au moment de la Mhm. consultation, souvent spontanément, soit parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps ou qu'ils se sentent pas d'aborder les choses. Mais en fait, en pratique, tous ces jeunes avec maladies chroniques, maladies rares, on sait que les maladies chroniques font que l'âge au premier rapport est souvent retardé. Donc nous, à l'adolescence, on a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore de sexualité parce que dans les maladies rares et les maladies chroniques, ça, bon, après ça dépend lesquelles évidemment, mais ça a quand même été montré que l'âge au premier rapport était plutôt aux alentours, enfin en tout cas après 20 ans. Euh, voilà, donc elles sont déjà chez l'adulte en fait à ce moment-là. Mhm. Mais pour les quelques-unes qu'on voit, voilà, c'est pas évident. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis persuadée qu'il faudrait qu'il y ait un abord sexo qui soit systématique Ouais. chez ces jeunes, parce que les problématiques qui sont soulevées sont très différentes de celles de la population générale. Mhm. Euh,
et, et ça nécessite une prise en charge un petit peu particulière et un accompagnement aussi un petit peu particulier. Et il n'y a pas Ouais. beaucoup de personnes qui sont formées pour un accompagnement optimal dans ces situations, notamment quand il y a une atteinte des organes génitaux, en fait. Ouais. Mais vous présentiez aussi le cas d'une mineure migrante qui avait été violée dans son parcours. Et il se trouve qu'à titre personnel, moi, je consulte à l'Hôtel Dieu, où on voit énormément de patientes qui ont été migrantes. Et je dirais que pratiquement, je dirais presque une migrante sur deux, pour pas dire toutes les migrantes, dans leur passage entre la Libye, le Mali, la Libye, l'Italie et finalement pour arriver en France, il y en a une sur deux qui a été violée, qui a été incarcérée, violée de manière un nombre de fois invraisemblable. Et moi, comme médecin, je dirais finalement gynécologue hospitalier, je m'aperçois en vous écoutant que je fais pas tout à fait bien mon travail parce que je m'occupe, parce qu'elles viennent me voir parce qu'elles ont des douleurs, d'un problème de saignement, d'un désir de grossesse ou des problèmes de fibrome. Et leur parcours horrible qu'elles me racontent, la composante sexualité, eh ben, je l'ai complètement, je l'efface systématiquement. Et ouais, votre exposé était important. Et je vous remercie en fait d'avoir fait cette présentation parce que euh, la sexualité, c'est pas uniquement une question de sexologue aussi, c'est partie de notre pratique médicale quand on est gynécologue. Et donc c'est important de le mettre en place et enfin à l'incorporer dans notre pratique, même si on vient pour un autre domaine, parce que à Paris, on est confronté quand même avec beaucoup de migrants, énormément de migrants, et qui ont des parcours assez terribles. Mm. Hmm. Ah, les parcours migratoires sont toujours Terribles. épouvantables. Enfin, moi, Ouais. je n'ai jamais vu un parcours migratoire correct. Je ne sais pas si c'est Non. un terme qui va bien, mais enfin voilà. Mais la, la, la chance et la richesse que j'ai, c'est la possibilité de pouvoir travailler en équipe. Parce Ouais. que individuellement, on n'a jamais le temps et les ressources suffisantes pour pouvoir Hmm. prendre en compte chaque aspect de la situation. Mais ce sont, enfin, chez les migrantes, c'est des situations qui sont absolument épouvantables. Enfin, vraiment, vraiment Épouvantable. épouvantables. Ouais. Et là où, en fait, bah, on essaye de... Il y a beaucoup trop de problématiques à gérer. Il y a la problématique actuelle. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il y a la problématique actuelle des, OK, alors il s'est passé ça très bien. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'essayer de te protéger autant qu'on peut, Oui. de te mettre une contraception, de faire en sorte que tu Hmm. tombes pas dans un réseau malveillant, je ne sais quoi, que tu ne te retrouves pas, je ne sais pas où, à faire je ne sais quoi, que tu puisses essayer d'être Hmm. scolarisé, d'obtenir des papiers, d'obtenir une prise en charge médicale adaptée. Et en fait, toute la partie prise en charge du trauma passe, je pense, vraiment un peu après, parce que c'est pas la priorité, on n'a pas Hmm. le temps, et malgré tout, c'est, je pense, clairement ce qui va déterminer un peu toute sa sexualité future, Hmm. de pouvoir un peu dépatouiller tout ça. Et en fait, on est restreint par le temps et le nombre de problématiques à gérer chez ces jeunes Ouais. filles, et c'est très compliqué. Et on a besoin d'être plusieurs pour pouvoir, avec des abords et des aspects différents aussi. Parce qu'au-delà de ça, enfin, voilà, c'est-à-dire que le parcours est horrible, mais ça reste des ados Hmm. avec une sensibilité qui leur est propre et puis surtout un contact qui leur est propre. J'ai des adolescentes qui adhèrent beaucoup à mes consultations et puis d'autres qui ne veulent plus jamais me revoir et, Ah et oui, ne ça veulent pas c'est. me parler. Mais Ouais. voilà, il y a un côté relationnel qu'on ne maîtrise pas, hein. C'est humain. Surtout dans ces sujets-là, c'est quand même très Ouais, particulier. mais j'imagine. Mais Hmm. notre devoir, c'est de trouver des mains dans lesquelles elles se sentiront bien. Écoutez, merci. Bah, écoutez, merci à vous. Excusez-moi, j'aimerais juste Ah, très rebondir bien, merci. sur deux petits éléments, si ça vous dérange pas. Ah, bah, au contraire. J'aimerais juste dire à quel point je suis d'accord avec Clémence. Il y a tellement de choses et tellement de choses à prioriser avant de parler du trauma. Mais je rappelle que le trauma, en fait, de ces patients-là, de tous les patients, en fait, soumis à des violences sexuelles dans l'enfance ou dans le parcours,
ça résulte à 80% sur des troubles de la sexualité qui sont vraiment plus le trauma est lourd et plus on attend et plus les troubles de la sexualité sont ancrés. Donc, nous, sexologues, dans l'idéal, on interviendrait aussi sur le trauma pour les aider à avoir la possibilité d'avoir une sexualité épanouie par la suite. C'est 80% de sexualité qui sont quasi détruites si on ne prend pas en compte le trauma. Je pense que c'est un vrai message. Et ensuite, j'aimerais juste revenir sur l'intervention qui a été faite sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle juste avant. Juste pour dire qu'en fait, peut-être le bilan, il n'est pas aussi noir, parce que l'EVARS, telle qu'elle a été pensée par le gouvernement, en fait, elle est en train d'être implémentée dans les écoles, qu'il y a vraiment 3 heures qui vont être mis en place dans tous les âges de la vie scolaire, que effectivement le programme il est génial et que les formations sont en cours. Moi, je suis à la stratégie nationale de santé sexuelle, groupe de pilotage, et je sais que c'est en cours. Et j'ai vu plusieurs questions passer là-dessus dans le chat, donc je me permets d'y répondre. Les directions doivent mettre à disposition des enseignants une formation qui leur permettra de mettre en place les VARS auprès des enfants du primaire au lycée avec des programmes spécifiques on a vraiment levé toutes les barrières parce que maintenant c'est dans le programme. Donc les associations de parents ne peuvent plus, ne savent pas quand auront lieu cette éducation à la sexualité, donc ne pourront pas retirer leurs enfants le jour de l'EVARS. Donc Ah. vraiment, ça a été complètement cadré. Mhm. C'est dans le programme, donc on ne peut plus revenir en arrière. Par contre, ce que ça implique, c'est aussi que à l'heure actuelle, les associations qui intervenaient dans le cadre, parce que j'ai vu des gens dire, ouais, je veux faire de l'EVARS à l'école, je veux faire de l'EVARS à l'école. Maintenant, si vous n'êtes plus enseignant formé à cet EVARS, ça va être beaucoup plus difficile d'entrer à l'intérieur des établissements scolaires pour apporter ces éducations à la sexualité. Donc voilà, c'était juste pour répondre un peu de façon globale à quelques questions qui avaient été posées dans le chat. Merci, oui, c'était important parce que on s'aperçoit qu'il y a un tel besoin d'information et d'éducation à la santé sexuelle, enfin sur la sexualité, que ce dispositif qui semblait intéressant et qui ne soit pas mis en place, il y avait une petite déception. Mais dans ce que vous disiez, c'est en fait les enseignants qui vont les faire, Oui, c'est c'est les volontaire. enseignants volontaires. Normalement, chaque direction doit demander à ses enseignants qui est volontaire pour faire les VARS. Si vous êtes volontaire, vous devez faire une formation de 3 jours pour la mettre en œuvre auprès de vos élèves. Et c'est tous les enseignants. C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas le prof de bio parce qu'il fait de la bio. Bref, ça peut être le prof de sport, le prof de littérature. Tous les enseignants peuvent, à partir du moment où ils sont volontaires, mettre en œuvre cette éducation qui est une approche positive, complète de la sexualité. C'est vraiment génial. C'est l'apprentissage du corps, de la diversité, du consentement. Enfin, c'est voilà, effectivement, le programme est donne très très envie. Bon, mais écoutez, c'est super. Ben, remarquez, c'est la mission de la santé publique, donc c'est normal que vous soyez là. Ah bah oui, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Bon, écoutez, il est 19h45, on a dépassé un peu notre temps, mais c'était tellement intéressant. Ben, je crois que tous, on est convaincus, enfin, on vous remercie parce que d'abord, toutes vos présentations étaient passionnantes, excellentes, et puis, je crois, très utiles. Très utiles en tant que médecin, professionnel de santé. Et je pense que j'espère que ça va améliorer un peu notre pratique, cette composante finalement sur la sexualité lorsqu'on est confronté à ces patients où parfois on ferme les yeux et on peut faire beaucoup à des situations qui sont très difficiles. Et ce qu'a présenté en dernier Madame David est un sujet qui est un sujet vraiment terrible. Et peut-être que demain on va être confronté à ces situations. Et je crois que c'est important de connaître des associations comme la CPE pour pouvoir les contacter pour qu'il y ait une prise en charge la plus rapide possible. Donc voilà, merci pour toutes ces informations, merci pour tout ce que vous avez apporté.
Et puis, bonne soirée et à très bientôt. Et bien sûr, il y aura un Merci replay de beaucoup. ceci, de cette soirée, qui sera adressé dans la semaine à chacun des participants, c'est-à-dire aux 1200 participants à cette soirée. À bientôt.